traduit le sentiment de toute l'assistance en disant que les communications ont véritablement été très, très riches, très enrichissantes. Madame Cissé, je vous disais tout à l'heure que je vous ai obéi en n'interrompant pas les communicateurs, mais je pense que lorsque nous allons passer au débat, nous allons peut-être devoir donc limiter le temps de parole. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons ouvrir les débats, donc en demandant à ceux qui vont intervenir de se présenter rapidement et de présenter de manière concise leurs contributions ou bien leurs suggestions. Encore une fois, je souhaite que nous applaudissions nos intervenants et les remercier. C'est vrai que lorsqu'on se cramponne à l'idéologie pour lui faire jouer le rôle de la science, nous sommes dans un extrême qu'il faut combattre, mais il faut savoir non seulement qu'on ne peut jamais les séparer, mais si l'Europe a passé son temps à se référer à la Grèce et à parler de rationalité, à expliquer pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est parce qu'elle a réussi à faire croire aux Européens qu'il y a là une vérité, même si nous savons aujourd'hui ce que signifie le miracle grec. C'est en ce sens que Cheikh Anta n'a pas tort de nous référer à l'Égypte d'une certaine manière. Et même si, à côté de la science, il y a quelque chose d'idéologique, personnellement, j'accepte cette idéologie-là. C'est une force de mobilisation et c'est important. On ne peut pas s'en passer complètement. Deuxième chose, il y a une idée transversale dans toutes les communications, c'est les rapports entre l'État et les populations. En fait, ce qui est revenu sous l'appellation de légitimité et le rôle de l'État. Je crois que là également, il ne faut rien sacrifier ni schématiser. Nous reconnaissons le rôle des États, nous savons ce qui leur revient, mais ce qui est constant et qui me rappelle une déclaration extraordinaire à laquelle je me réfère souvent, c'est la déclaration d'Arusha des années 90, qui avait réuni toutes les composantes des sociétés africaines, des représentants des paysans, des ouvriers, des communautés religieuses, etc., et qui sont arrivés à la conclusion, une des conclusions principales, si l'Afrique est en retard, c'est certes lié à beaucoup de facteurs, mais au fait que les populations ne sont pas mobilisées et ne participent pas à la prise de décision, ne sont pas consultées pour élaborer les décisions et pour prendre des décisions. Alors cette idée réapparaît dans les débats et les propositions qui ont été faites. Et de ce point de vue, par exemple, tout ce qui a été dit sur l'organisation politique, étatique, institutionnelle de la recherche, de la science et de la technique, je suis tout à fait d'accord. On voit l'importance du rôle de l'État dans cette affaire, puisqu'il faut une volonté politique. Mais ce que je voudrais ajouter à ce que mon collègue Wagué a dit à propos de la science et de la technique, c'est peut-être de faire l'évaluation des savoirs traditionnels dans ce qu'on appelle d'une manière générale la science, parce qu'aujourd'hui, notre époque, l'idée dominante, celle d'une société des savoirs, pas du savoir scientifique tel que l'Europe l'a développé, mais société des savoirs, prend aussi en compte les savoirs traditionnels, mais il y a là un problème d'évaluation. Est-ce qu'il y a de faux savoirs? Il faudrait les écarter. Et quels sont les vrais savoirs? Et de ce point de vue, il y a un lien avec une thèse fondamentale de Cheikh Anta Diop. Il a combattu ce que des Grecs de l'Antiquité, mais également des idéologues, des philosophes, des historiens de notre époque ont essayé de maintenir, de véhiculer, à savoir que seuls les Grecs étaient capables de spéculation. Et lorsqu'ils disent cela, ça veut dire qu'ils sont capables d'élaborer un savoir théorique et en plus un savoir désintéressé, ce que ne savent pas faire les autres sociétés, y compris les Égyptiens, qui ne sont mus que par l'intérêt et par l'utilitarisme. Il est important de savoir si les détenteurs de nos savoirs traditionnels ne sont pas aussi des intellectuels. Et il est possible de le faire, je n'ai pas le temps de le faire dans cette démonstration, mais il est possible de le faire sur quelques savoirs. La troisième chose que je voudrais dire pour ne pas garder la parole très longtemps, et je partage tout à fait le point de vue de tous ceux qui ont abordé la question, en particulier les deux extrêmes, gauche et droite, vous verrez lequel d'entre vous est à gauche, lequel d'entre vous est à droite, c'est la question de la légitimité. C'est vrai qu'aujourd'hui, avancer en démocratie, c'est prendre en compte l'émergence de légitimité nouvelle. La loi
n'épuise pas la question du droit et de la légitimité. Si la loi est générale, et justement si elle est universelle, ça veut dire qu'elle ne prend en compte que ce qui est commun à tout le monde. Mais on laisse de côté, à travers les mailles, justement les particularités, les singularités, des revendications qui sont dignes d'être prises en compte. Et de ce point de vue-là, il importe effectivement de regarder bien la question du rapport entre la loi et la légitimité. Et je partage ce qui a été dit par les deux conférenciers. Merci beaucoup. Je voudrais simplement dire 3 choses. La première, c'est que j'ai eu la chance, en tout cas la malchance, d'avoir travaillé directement dans l'intégration africaine, puisque je suis le directeur de cabinet du président Alpha Oumar Konaré. Je fais partie de ceux qui ont rédigé la résolution en 2005, à Sirte, où explicitement les chefs d'État se sont engagés pour les États-Unis d'Afrique. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu une résolution de ce type-là depuis le débat de 63 qu'a rappelé le professeur Sall. Je voudrais dire 3 petites choses sur ce point précis et qui montrent un peu les contraintes vers l'intégration. La première, c'est qu'on a un certain nombre d'États qui vous disent, écoutez, nous avons perdu 1 million de personnes, 500 000 personnes dans la lutte pour la libération nationale. Il n'est pas question pour nous, aujourd'hui, d'hypothéquer notre souveraineté et de donner ça à quelque instance que ce soit. Et donc, ces États-là, évidemment, ne sont pas donc partie prenante, en tout cas, une accélération de l'intégration africaine, de l'intégration politique. Deuxièmement, certains vous disent, écoutez, un pauvre plus un pauvre, ça fait 2 pauvres. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'unir 2 pays pauvres parce que vous aurez évidemment un pays pauvre au total. D'ailleurs, ça m'a inspiré le prochain ouvrage que je vais sortir et je pense pouvoir essayer de montrer qu'un pauvre plus un pauvre peut être égal à 2 riches sous certaines conditions. Ça, c'était donc le deuxième problème qu'on rencontre très souvent donc, dans ces débats sur l'intégration africaine, qu'il faut savoir et qui sont donc des difficultés donc, concrètes qu'il faut pouvoir surmonter. Alors, comme nous parlons du parrain, moi je pense qu'il est quand même bon, si cela n'a pas été fait, je crois avoir deviné un peu chez le professeur Ouagé qu'il a insisté sur la science et la technique. Moi je crois qu'effectivement les élites africaines pour l'essentiel méprisent la science et la technique et c'est dommage et qu'il faut mener donc ce combat contre ces élites-là et qu'on a besoin donc de la science et de la technique sans pour autant évidemment estimer que seuls les savoirs scientifiques comptent, mais ça c'est une autre question. Alors, on parle du parrain, je crois qu'il est bon, et si cela n'a pas été fait, je parle sous le contrôle du professeur Cheramidou Kane, mais quand même des valeurs que défendait le parrain. Parce que nous sommes dans un pays où domine ce que j'appelle l'idéologie du TBAS. Les jeunes vous disent, moi, je m'en fous de l'Afrique, je m'en fous du Sénégal, ce qui compte c'est ma famille, si je fais un coup pour sauver ma famille, mes enfants et mes petits-enfants, je vais le faire. C'est ça qui a cours aujourd'hui au Sénégal. On le voit dans tout ce qui est un peu dans le people, où ce qu'on valorise le football, la lutte, la danse, etc. Ça, c'est soutenu par l'idéologie libérale du TBA, c'est ce qu'il raconte dans les quartiers, et vous le savez. Et je crois que Cheikh Anta Diop, ce qu'il a fait durant sa vie, l'effort qu'il a fourni pour essayer de montrer qu'il existe une Afrique, une histoire africaine, une civilisation, une culture africaine, s'il avait l'idéologie du TPA, il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait, et je crois que c'est une journée aujourd'hui où il importe de rappeler ces valeurs dont on a besoin et qui ont constitué un débat important lors des assises nationales. Rappeler aux jeunes que sans des valeurs telles que nous les connaissons, et que je ne rappellerai pas ici, il n'est possible de rien faire, il n'est pas possible de construire quoi que ce soit, il n'est même pas possible d'accumuler quelque savoir que cela. Et voilà le deuxième point que je voulais souligner, Madame la Présidente. Et le troisième point, évidemment, c'est sur la Renaissance africaine. J'avoue que moi, je ne comprends pas très bien. Puisque pour moi, l'Afrique n'a jamais été morte. Il y a toujours eu des intellectuels en Afrique. Le professeur Abdoulaye Eliman Kane ne l'a peut-être pas développé, mais je crois que tout ce que Cheikh Anta a écrit, tout ce que Kizerbo a écrit et les autres tendent à prouver qu'effectivement, il y a eu des intellectuels africains en Afrique. Qu'il y a eu des savoirs, qu'il y a eu une tentative d'abstraction, il y a eu des constructions théoriques en Afrique. Et de ce point de vue-là,
Eh bien, nous existons, nous n'avons pas disparu, on a peut-être été battus lors des batailles, enfin, ça fait partie des lois de la guerre, et que de ce point de vue-là, je ne vois pas pourquoi vouloir donc imaginer la Renaissance africaine sous une forme, une forme que vous savez, une femme, un homme et un bébé. Je trouve cela tout à fait, en tout cas personnellement, ridicule et tout à fait déplacé aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, à mon avis, retrouver chez Cheikh Anta Diop, je pense que c'est Diallo qui en parlait, c'est une source d'inspiration. Et à mon avis, la source d'inspiration, il nous la montre, c'est notre histoire. Je ne dis pas que nous n'allons pas regarder ailleurs, mais il faut d'abord que nous essayions de regarder dans notre propre histoire. Et regarder dans notre propre histoire nous permet de relever ces défis de l'intégration. On n'intègre pas des choses qui n'ont rien en commun. C'est vrai qu'on intègre des choses qui peut-être se trouvent fragmentées, mais on n'intègre pas des choses qui n'ont rien en commun, parce que sinon, ça ne repose sur rien. Et un exemple concret, tu as parlé et les deux d'ailleurs, vous avez parlé du bicaméralisme et de l'approche genre que Cheikh Anta Diop a mise en place. Je sais que Mme Diop est là, nous avons eu un séminaire. C'était des discussions vraiment très, très, très profondes sur quoi allons-nous fonder la demande, l'exigence de parité. Est-ce que nous allons nous situer dans la source d'inspiration des Lumières, ou est-ce que nous allons essayer de réfléchir ici? J'avoue que dans ce séminaire qu'on a eu ici, en bas, avec le centre de la faculté de droit sur les législations, ce qui a dominé et ce sur quoi nous nous sommes finalement entendus, c'était pas cette notion de bicaméralisme. Mais au sortir de cela, et vu ce qu'on a fait de la loi, je me suis dit que peut-être nous n'avons pas été très très sérieux dans notre réflexion. C'est-à-dire que nous nous sommes laissés aller dans le sens de la facilité qui consistait simplement à dire parité, une femme, un homme. Mais à quoi cela correspond dans notre culture ? Quelle peut en être la résonance dans notre propre culture? Et de plus en plus, je me dis que peut-être qu'il faut revenir vers des choses comme cela pour essayer de donner à nos exigences, à nos demandes, un peu plus de légitimité dans le sens où ça dit quelque chose aux populations. Je pense qu'on ne peut pas demander des choses qui ne disent rien aux gens, et je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement le problème sur lequel nous butons. Et toujours par rapport aux populations, que disent les populations, que dit la périphérie? Je pense, Gaïdé, je pense que c'est Babacar Sall qui théorise cela, les processus d'anétatisation. Comment les populations sont capables de se soustraire à l'État et de construire un autre espace. Et si cette capacité existe, je pense qu'il n'est pas sérieux simplement, politiquement, d'en faire fi et de dire qu'on veut construire de l'autre côté l'intégration. 3 minutes de débat avant que je redonne la parole au présentateur. Je vous remercie de m'avoir invité à ces échanges cet après-midi. J'en repars réconforté. Je me dis que cette université qui porte le nom d'un très grand Africain, d'un homme de dimension universelle, devra en effet, comme on le dit dans nos coutumes, tâcher de ressembler de plus en plus à son homonyme. Cette université doit veiller désormais à faire connaître cet homonyme dans son œuvre, dans sa pensée, non seulement à la jeunesse du continent, au peuple du continent, mais en s'inspirant de cette pensée, cette université devrait prendre une position déterminée sur les chantiers que ce grand homme nous avait indiqués. Je voudrais dire que j'ai fait attention à une observation du professeur Ngaïdé. Rappelez qu'il y a quelques années,
l'ONG Inde Tiers-Monde, dont je suis le président d'honneur, avait procédé à une étude dans 3 régions africaines transfrontalières. La Sénégambie méridionale, qui regroupe la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Une deuxième région frontalière, c'est Sikasso, Korogo, Dioulasso, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ainsi que le Burkina Faso. Et la troisième région, c'est Kano, Zender, Maradi. Et ce que ces enquêtes ont révélé, c'est qu'il y a entre les peuples de ces 3 régions transfrontalières qui appartiennent à des ensembles coloniaux, français, anglais, portugais, il y a des échanges entre les peuples qui dépassent de loin les échanges statistiquement constatés, les échanges modernes, statistiquement constatés. Malgré la diversité des langues officielles, et on a constaté par conséquent que ces peuples sont déjà plus profondément engagés dans l'intégration entre eux que les dirigeants modernes qui se sont inspirés, n'est-ce pas, des droits positifs modernes appris à l'école des Occidentaux. Je pense que c'est sur cela qu'on devrait se fonder pour pousser à l'intégration. Je suis persuadé que ce continent, si, comme le Cheikh Anta l'a dit, pouvait, dès l'année prochaine, 2011, décider d'une unité politique, du même coup, on cesserait de nous mépriser, de nous exploiter, si on mettait en place des structures qui permettent de gérer les ressources naturelles, humaines du continent. Le monde nous regarderait dans notre œil et très rapidement, ces peuples africains qui sont les plus pauvres au monde aujourd'hui retrouveraient une dignité et profiteraient davantage des richesses dont notre continent est largement doté. C'est pour cela que je voudrais beaucoup exhorter les jeunes africains à approfondir la pensée du maître, à se mobiliser politiquement pour imposer aux leaders politiques, aux présidents notamment, des 53 pays d'Afrique, l'unité de ce continent. Voilà, merci. Je voudrais remercier d'abord Madame Diop, qui nous fait encore une fois l'honneur de venir à la célébration de la journée. Remercier les panélistes, mais Madame la modératrice, vous avez été excellente parce que franchement, les philosophes peuvent en 3 mots résumer beaucoup de choses et c'est extraordinaire. C'est son boulot. Hein. Mais remercier aussi Madame Cissé pour nous avoir organisé cela, mais saluer particulièrement la présence de Cheikh Amadou Kane. Moi, je pense que l'assistance se joint à moi pour demander à Cheikh Amadou Kane, avec notre maître Ablaye Elimane Kane, d'organiser au courant du mois de mai une cérémonie dédiée à Cheikh Amadou Kane, notamment sur son œuvre L'aventure ambiguë, et qu'on appelle tous les jeunes, toute la société à venir, parce qu'on a la chance de les avoir. Et je dis, Madame la directrice de l'école doctorale, nous avons des Sénégalais qu'on a l'obligation de faire venir chaque mois à l'université. D'autant, on a une grande salle. Vous êtes tellement brillants que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas discuter et faire vivre la pensée. Parce que c'est par la pensée qu'on fera les choses. Mais franchement, nous citons toujours l'aventure ambiguë, l'art de vaincre sans avoir raison. Il faut que vous nous disiez pourquoi, comment ça s'est passé, et pour que vous puissiez l'écrire. Et je voudrais encore une fois vous dire toute notre fierté de vous avoir ici sur le campus et de vous remercier.
Deuxièmement, je crois que les gens demandent des actions. Il y a une exposition permanente sur Cheikh Anta Diop à la bibliothèque, mais de mettre un rayon spécial Cheikh Anta Diop. Et s'il y a un groupe organisé sur le site web de l'université, il est parfaitement possible de faire un site web sur Cheikh Anta Diop. Et après de voir comment à l'intérieur du Sénégal, dans les écoles, on peut prolonger cela. D'autant que maintenant, on a créé la fondation de l'université Cheikh Anta Diop. Sa fondation doit financer l'université, mais doit vulgariser aussi l'œuvre du parrain. Cette université-là n'est pas une université neutre. Certains ne le savent pas. Nous allons mettre en place une école doctorale sur les États-Unis d'Afrique après avoir organisé un symposium sur les États-Unis d'Afrique. Moi, je ne m'occupe pas des politiciens. Les universitaires doivent faire leur boulot. Les universitaires doivent faire leur boulot du point de vue conceptuel, du point de vue de la difficulté à résoudre. Mais regardez ce panel, combien les collègues sont brillants, mais comment ça se fait que ces collègues ne se croisent pas en permanence pour que la tension permette aux choses d'avancer? C'est la raison pour laquelle on a créé les écoles doctorales, mais si je vois à une salle, je regrette. Il est tellement brillant, mais tellement transparent. Donc, il doit avoir chaque mois des disputes. Qui organise l'événement du mois, tellement les collègues sont brillants. Donc, je les appelle à plus de tension. Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Nos prédécesseurs nous ont dit, Nkrumah, Cheikh Anta, allons vite avant l'ossification. Je crains que certains jeunes ne comprennent pas que le Sénégal n'existe que dans l'imaginaire de certains. Et comme le dit Ngaïdé, dans les frontières, mais ces pays n'existent pas. Parce que les populations aux frontières, quelles que soient les frontières, les transcendent. Et surtout, si on regarde la sous-région, les mêmes familles sont éclatées. Donc on doit aller vite. Mais comme l'a dit Cheikh Hamidou Kane, Diallo est parti. Mais il sait qu'en mathématiques, moins multiplié par moins égale plus. Donc la sommation des pauvres, la résultante, ce n'est pas la pauvreté. Je regrette. L'Afrique est un pays extrêmement riche. Et comme il le dit, si par un extraordinaire hasard, du jour au lendemain, on décrète que l'Afrique est un seul pays, en termes de ressources naturelles, mais on est courtisé. Et il faut que les jeunes le sachent. Et je voudrais vraiment terminer pour remercier les uns et les autres, mais dire que c'est notre responsabilité maintenant. Il y aura à Dakar, c'est en 2011, je crois, le Forum social mondial qui va se passer ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fixé un défi aux juristes, aux collègues des États-Unis d'Afrique, pour qu'on adopte la constitution sur les États-Unis d'Afrique. Ma position, c'est que si on laisse les chefs d'État seuls, on peut attendre longtemps. Il faut que nous-mêmes, nous proposions quelque chose et que nous puissions voter cela et que ce soit notre cheval de bataille. Et pays après pays, ceux qui l'intègrent vont... Mais les États-Unis d'Amérique ne seront pas constitués en un jour. Nous aussi, nous devons avoir notre propre démarche. Mais si on arrive à régler le problème théorique, à asseoir la transdisciplinarité, à améliorer l'environnement de recherche, je félicite beaucoup Wagué pour le travail qu'il est en train de faire. Oui, les universités ont la responsabilité que l'université, ce n'est pas seulement la formation, ce n'est pas seulement la recherche, c'est aussi la création de richesses, mais à partir de canevas bien définis et de l'environnement de travail. Je voudrais vous remercier tous d'être venus. Je souhaite, à l'issue de cela, Madame la directrice, que vous créez un groupe pour préparer l'année prochaine. Naturellement, il y aura beaucoup de choses, mais à la célébration de cette journée, d'aucuns ont demandé que ce soit toute une journée. Je suis d'accord, mais il faut les moyens, il faut le travail, et nous sommes prêts à accompagner. Mais si chacun met quelque chose, on pourra le faire. Et tout dépend de nous. Tout dépend de notre capacité
d'audace, comme dit Cheikh. Mais l'audace n'est audace que pour celui qui le dit. Celui qui le fait, il sait ce qu'il fait à partir de sa formation, et ce n'est plus de l'audace, c'est de la possibilité. Je vous remercie. Moi, je ne sais pas si c'est un lapsus de ma part, mais je ne fais pas la différence entre l'idéologie et la science. Puisque je ne pourrais jamais le faire. Puisque d'autant plus que je viens de l'autre côté du fleuve Sénégal, où l'idéologie et la science marchent ensemble de manière organique. Et qui fait qu'il y a une difficulté. Moi, par exemple, si on me pose la question de savoir quelle langue faut-il utiliser pour la Mauritanie, je ne peux pas répondre. Puisque tellement c'est difficile, puisque l'idéologie et la science sont accolées à plus... ont des atomes crochus, comme ils disent. Qui est au centre et qui est à la périphérie? Où est le centre? J'ai tenté d'expliquer, même si ces centres sont périphériques, puisque Saint-Louis est à la périphérie, puisqu'au bord de l'Atlantique. Dakar, c'est à la périphérie. Gorée, c'est insulaire. Rufisque, c'est à la périphérie. Mais dans le sens de l'urbanisme, ils sont devenus centres, dans le sens du centre urbain, où il y a une production de civilité, où il y a une production de citoyenneté et d'accès à pas mal de... Et nos États sont venus, ils ont centralisé. Le centralisme est tellement fort que quelqu'un qui est à Fongolembi ne se sent pas du tout proche de quelqu'un qui est à Ouakam. Même dans la ville de Dakar, il y a la périphérie. Une périphérie extrêmement proche de Dakar centre, c'est Niayes Thioker. Quand tu rentres dans Niayes Thioker, tu ne peux pas t'imaginer que tu es vraiment à Dakar centre, près de Sandaga. Tu rentres dans le marché de Sandaga, tu penses que tu es à la périphérie. Donc, il y a, le centre, c'est le lieu où on semble distribuer toutes les décisions qui doivent être disséminées à travers les... avant que je n'oublie, le doyen Cheikh Hamidou Kane a parlé du programme que je connais très bien. Malheureusement, je n'ai pas pu y participer. D'autant plus que j'aurais pu peut-être apporter quelque chose puisque je travaille sur la Sénégambie. De l'autre côté, je travaille sur Kolda, Vélingara et un peu la Guinée-Bissau et puis un peu Ziguinchor depuis les années 95, qui a été conduit par deux grands amis, Cheikh Gueye et Mohamed Abdoul. Je connais bien ce travail-là, Wabi et Escabo. J'ai bien suivi tout ce qui s'est passé. Madame Cissé a posé une question aussi qui me semble être intéressante et nous partageons peut-être quelquefois des vues sur ce que c'est que la perception de l'espace. J'avoue que c'est un travail qui dure depuis le DA, depuis peut-être 20 ans. Je ne fais que travailler sur la perception de l'espace à travers les conflits fonciers. Je fais un DA en 90 sur les conflits fonciers dans la vallée du fleuve. J'étais parti à Kolda pour travailler sur les conflits fonciers. Tout d'un coup, je me suis retrouvé sur un autre champ qui me semblait être plus intéressant. Et là, je suis en train justement de publier un texte sur la perception, la superposition de droits, et le légal contre le légitime, en prenant l'exemple justement de la région de Kolda, où il y a une descente progressive des paysans du bassin arachidier qui ont donc un système d'occupation de l'espace et d'occupation de l'espace qui est totalement différent de ce qui se passe dans la région de Kolda et qui, depuis une vingtaine d'années, depuis les années 86, les populations occupent de manière illégale l'espace, les forêts classées, défrichant les zones de pâturage et les zones d'abreuvement des animaux qui créent des frictions terribles. J'ai été témoin souvent même de rixes et j'ai joué le rôle de l'administrateur en utilisant mon GPS, ce qui est anormal pour un chercheur, mais il fallait que je m'implique parce que mon rôle aussi était de m'impliquer dans ces situations-là. Pour Pierre Ahmed, il faut qu'on fasse très attention sur la question casamançaise. Ce n'est pas puisque j'ai peur d'en parler, et je dois même avoir peur d'en parler, puisque tout simplement, j'ai présenté un texte qui est sorti au mois de décembre, je pense, sur l'identité ethnique et territorialisation en Casamance, où justement je parle même de la pratique de l'espace à partir des ethnies. Il faut qu'on fasse très attention, ne pas singulariser le conflit en Casamance et le ramener chez les Diola. Il faut faire très attention.
faut pas l'ethniciser à outrance. Il faut qu'on le manie de manière très, très sérieuse et dire que c'est un élément qui rend compte encore aujourd'hui de la difficulté de gérer la périphérie. Qu'est-ce que c'est que la périphérie? Est-ce qu'elle est périphérie ethnique ou multiethnique? C'est un problème. Je pense, si je prends l'exemple que je connais le mieux, le Fouta, nous avons des enclaves soninké, nous avons des enclaves wolof, bien intégrées, bien... Enfin, entre guillemets alors, pour ne pas... Heureusement que le français est là pour me sauver, puisqu'on peut mettre tout entre guillemets ou entre parenthèses. Donc il faut qu'on fasse très attention à ces... Souvent j'ai même peur, quand j'entends les gens parler à la radio, sur cette question extrêmement douloureuse qui doit être prise en charge de manière conséquente et efficiente pour qu'on sorte des qualificatifs et des clichés qui ne rendent pas compte de la profondeur de la crise. Une des plus vieilles crises d'Afrique, même si elle ne fait pas les mêmes morts qu'en Somalie ou en Érythrée ou bien au Rwanda, c'est quand même une crise qui démontre les limites du modèle dont je ne parle pas, du modèle islamo-wolof qui peut-être est un peu... on l'a mis trop en avant, mais est-ce qu'il répond réellement aux volontés de territorialisation, aux volontés d'exploitation commune de l'espace et tout? Donc c'est des problèmes sur lesquels il faut qu'on fasse très attention et qui vont nous permettre demain de rêver, arriver à ce gigantisme dont Boubé a peur. Moi j'ai peur de ce gigantisme. D'autant plus qu'il faut qu'on parte d'abord de l'unité organique de l'ensemble de nos États, d'abord à l'intérieur, puisque nos États ne sont pas du tout homogènes à l'intérieur, puisque la nation n'est pas encore formée. Malheureusement, il faut qu'on le constate. Et on pose ici un problème récurrent sur lequel beaucoup de gens ont écrit, des experts ont écrit énormément de choses sur l'État-nation, sa panne, sa possibilité de changer. Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là qui est en train de vouloir nous... ou cette pieuvre qui est en train de vouloir de nous embrigader, alors qu'il y a des logiques qui n'ont pas été mises dans le moulin de manière à ce que ça prenne, la mayonnaise prenne. L'exemple que je donne le plus simple, c'est celui qui est à côté de nous, où des problèmes se posent sur les choix. Et tant que ces choix sont sur la place publique, bien écoutez, il y aura toujours problème. Je pense que le doyen Cheikh Hamidou Kane connaît mieux que moi. Quand je réalisais il y a quelques semaines les mémoires de Mokhtar Ould Daddah et ses rapports avec Senghor, c'était ahurissant. Et c'est pourquoi on ne peut pas comprendre les choses si jamais on ne prend pas en compte ces histoires combinées qu'on tend à séparer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir l'Empire du Mali. L'Empire du Mali était quand même un élément important d'intégration de cette zone, même si les intérêts économiques étaient mis en avant. Il y avait un semblant de consensus qui arrangeait les ethnies qui étaient dans les interstices. Je m'en arrête là. Monsieur le premier intervenant, pardonnez-moi d'avoir mal noté votre nom, mais je pense que vous avez dit que le professeur Cheikh Anta Diop n'est pas prophète chez lui. Et vous avez raison de dire ça. Je veux dire, ce que vous dites traduit en réalité un rapport plus général que nous avons avec notre propre histoire, avec notre propre culture, avec notre sens de la capitalisation de notre patrimoine culturel. Je trouve que nous ne l'avons pas assez dans nos pays. Nous ne l'avons pas assez. Monsieur le recteur, à qui la communauté universitaire est reconnaissant d'avoir bien voulu acquérir tous ces ouvrages du professeur Cheikh Anta Diop, moi je pense à une chose beaucoup plus radicale. C'est carrément ce qui se ferait dans n'importe quel autre pays. Penser peut-être, je ne sais pas comment, à éditer les œuvres complètes. Je veux dire, à la place de n'importe qui, dans n'importe quel pays, mais à la place de n'importe qui, dans n'importe quel pays, le lendemain de la mort d'un grand homme, vous entrez dans une librairie et vous voyez à un rayon ses œuvres complètes. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Pour le professeur Cheikh Anta Diop et pour d'autres, ce n'est pas un culte de la personnalité. Il ne s'agit pas de déifier un homme. Je pense que le débat est ouvert sur ce que dit le professeur Cheikh Anta Diop. Des contradictions et un débat peuvent être engagés, bien sûr. Mais je pense que
compte tenu de la place de cet homme dans notre histoire, une édition de ses œuvres pour lui et pour d'autres. C'est pour ça que je disais que c'est un problème plus général. Au fond, on ne sauvegarde pas notre patrimoine. On ne le sauvegarde pas. Nous avons d'illustres artistes qui meurent du jour au lendemain. Voilà. Et puis on n'entend plus parler d'eux. Voilà. Il faut aller à la RTS chercher dans des endroits très poussiéreux quelques cassettes dans lesquelles ils ont parlé et puis aller au repère. Mais c'est vrai. Non, mais on a un problème de capitalisation de notre patrimoine culturel. Je pense que le souci de la conservation des éléments de notre patrimoine n'est pas assez poussé dans notre pays. Voilà. Quand on va à l'université William-Ponty qui tombe en ruine, personne ne dit rien. Alors que c'est un élément important de notre patrimoine. Enfin, je ferme la parenthèse. Autre question également qui a été posée, M. Diallo, c'est très intéressant. Malheureusement, le débat n'était pas sur les valeurs, mais je pense qu'effectivement, en termes de valeurs, le professeur Cheikh Anta Diop est également intéressant. Surtout pour nous et pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il a dit un mot qui me paraît traduire toute la crise des valeurs. On a l'habitude de dire ça à toutes les époques de la vie, crise des valeurs, crise des valeurs. Mais je pense qu'on est véritablement à une véritable crise aujourd'hui au Sénégal. Il a dit TBS. Je trouve qu'il a bien dit, au fond. Il y a des valeurs, je mets ça entre guillemets, très matérialistes, très portées sur l'immédiat, aujourd'hui, qu'on cultive dans notre pays et auxquelles nous participons un peu pour. Il y a dans l'espace public la valorisation de modèles qui ne sont pas nécessairement pertinents. Je n'entre pas non plus dans les détails, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à redire. Et le parcours individuel du professeur Cheikh Anta Diop me paraît à cet égard devoir mériter une méditation de notre part. Alors, M. Pierre Ahmed, je ne sais pas où est-ce qu'il est dans la salle. Au fond, oui, M. Pierre Ahmed, je pense que vous êtes étudiant, donc je m'autoriserai à vous parler comme un enseignant parlant à un étudiant. Vous n'êtes pas un étudiant? Bon, excusez-moi alors. Enfin, cela étant, moi, je vous ai trouvé assez excessif dans certains termes que vous avez employés. Et pour tout vous dire, je pense qu'on pouvait s'en dispenser, quoi. Voilà. On peut critiquer le projet, on peut avoir son point de vue contraire, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller à certaines extrémités langagières quand on veut combattre un point de vue. Bien. Vous avez dit de quelle Afrique parlez-vous? Mais moi je parle de l'Afrique que je connais. Vous dites oui, mais il y a combien d'ethnies en Afrique? Oui, il y a le cas du Rwanda, il y a le cas... Ben oui, bien sûr. Ben j'ai envie de vous dire, et alors? Et alors? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème corse en France, parce qu'il y a un problème basque en Espagne, on ne pense pas à faire l'unité européenne? Non. Moi, je ne suis pas un afro-pessimiste. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il y a tel et tel problème, il faudrait résoudre ceci avant de passer à cela. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Et je pense que l'existence de problèmes ne nous empêche pas. Quelqu'un disait, la lucidité, je crois, de l'intelligence n'empêche pas l'optimisme de la volonté, quelque chose comme ça à peu près. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne va pas se mettre à travailler à une œuvre dont tout le monde reconnaît la nécessité. Donc moi, je ne me laisse pas impressionner par ces problèmes-là. Ils existent, il faut les affronter, c'est tout. Voilà. Ensuite, M. Diop, vous avez parlé d'une refonte, oui, alors des programmes scolaires. Alors là, je voudrais faire une précision et une confirmation. La précision, c'est qu'en réalité, j'ai parlé de fierté personnelle. Moi, je ne suis pas un nationaliste étroit ou borné. Quand j'ai dit de fierté personnelle, ça n'avait rien de, comment dirais-je, d'excessif quoi dans le sentiment. J'ai dit fierté, enfin, je l'ai dit, mais je suis absolument prêt à aller apprendre chez les autres. Je suis prêt à regarder et apprendre ce que l'autre m'apporte. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé dans dans une sorte de nationalisme un peu aveugle. Ce n'est absolument pas du tout cela. J'ai simplement dit qu'on avait poussé le mimétisme jusqu'à des limites qui me paraissaient excessives. Bien sûr. Maintenant, pour la confirmation, c'est-à-dire sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de la pédagogie de cette intégration. Et ça, c'est important. Je pense que la pédagogie de l'intégration passe par l'apprentissage de celle-ci dans nos universités, c'est-à-dire par l'insertion de ces questions dans nos programmes scolaires. C'est extrêmement important. Ce n'est pas un acte militant, ce n'est pas quelque chose qu'on fait gratuitement comme ça pour le plaisir de le faire. Mais je pense que c'est un élément extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure de la très forte, nécessaire juridictionnalisation des processus d'intégration. Ça, si on n'apprend pas cela d'abord
peut-être pas à l'école, mais à l'université, on n'y parviendra pas. L'Europe est aujourd'hui une réalité, un phénomène d'intégration assez intéressant, mais on apprend l'Europe dans les universités américaines et dans les universités européennes, on apprend les normes européennes en licence. On n'a pas encore ça. Nous avons quand même à Dakar, monsieur le recteur, fait l'effort d'avoir un master DEA, l'ancien DEA, de recherche sur l'intégration. Ça existe à Dakar, ça n'existe pas partout. Mais enfin, moi je pense qu'on peut même aller plus loin. Pourquoi on ne se mettrait pas à travailler sur ces questions-là dès la licence? C'est parfaitement possible d'insérer ça dans des programmes scolaires. C'est d'autant plus important que l'année dernière, par curiosité, j'ai fait travailler des étudiants en mémoire de maîtrise. Je leur ai dit que le mémoire portera sur la formation des magistrats au Sénégal. Mon problème, c'était la confirmation d'un pressentiment. J'avais le pressentiment que ces gens-là, qui travaillent sur des normes tous les jours, perdaient de vue une bonne part des normes applicables au Sénégal et qui sont d'origine africaine. Mais mon pressentiment a été confirmé. C'est que vous pouvez avoir aujourd'hui un magistrat qui officie à Dakar, qui officie à Ziguinchor, devant qui vous avez parfaitement le droit de soulever des questions de droit sous-régional et qui n'a absolument aucun moyen d'accéder à ce droit. C'est grave. Ça veut dire qu'on ne connaît même pas le droit que nous devons appliquer. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, ensuite, c'est encore pire quand vous envoyez ces gens-là à la cour de la CEDEAO à Ouagadougou ou à la cour de l'UMOA à Abuja, alors qu'ils doivent travailler sur l'intégration. Excusez-moi, je l'ai dit parce que j'ai travaillé récemment, je viens de finir un ouvrage là-dessus. D'abord, il n'y avait aucun moyen d'accéder aux décisions des juges. Aucun. Moi, j'avais des connaissances personnelles, je les ai fait jouer. Et puis, elles m'ont envoyé les décisions en question. C'est quand même assez curieux pour des juridictions internationales comme ça, sur qui repose le destin de pas mal de choses dans les États, et qui ne diffusent même pas en ligne, qui ne publient même pas leurs décisions, et qui ne peuvent par conséquent pas les faire passer au crible de la critique. Et on n'a pas ça. Et donc, encore une fois, je ferme la parenthèse, la pédagogie de l'intégration passe, à mon avis, par l'insertion de ces questions dans les universités, et donc dans la pratique ultérieure également des futurs magistrats, en l'occurrence, puisque je parle de... Voilà, je m'excuse si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Si ça se trouve, je n'avais pas la réponse d'ailleurs. J'ai simplement essayé de soulever avec vous quelques questions qui restent peut-être en suspens. Merci. Je demandais de quelle Afrique nous parlons. Mais moi, je dirais que nous parlons de l'Afrique, pour paraphraser quelqu'un, des fiers paysans dans les savanes et les forêts ancestrales. C'est des guerriers. Hein? Non, mais moi, je n'aime pas les guerriers. C'est pour ça que j'ai dit l'Afrique je dis paraphraser. Voilà. Donc, je ne parle pas des guerriers. Je veux la paix, moi. Alors, donc, de l'Afrique, donc, des pêcheurs, hein? Des cultivateurs, des étudiants, des jeunes, des vieux, des femmes, de l'Afrique de tous les jours qui aspirent au progrès, qui aspirent au développement. Et ça, cette Afrique, elle est là, elle est présente, elle n'est pas invisible. Voilà. Et ensuite, il y a un monsieur qui disait, monsieur Diallo, qui parlait de un pauvre plus un pauvre égale un pauvre, égale deux pauvres. Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Surtout sur le plan scientifique. Bon, non, c'est pas lui qui le dit. Il dit que c'est des... Non, il disait que c'est des chefs d'État qui le disent. Hein? Bon. Mais en fait, sur le plan scientifique, tant que nous ne mettons pas en commun nos forces et nos moyens, mais on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est clair et net. Donc, au contraire, là, si nous pouvons mettre tout le monde ensemble, tous les 53 États ensemble, si nous pouvons créer des centres de compétences au niveau de toute l'Afrique, vous allez voir, nous allons percer très rapidement. Donc ça, c'est mon point de vue. Et maintenant, concernant, il y a le professeur Ablaye Kane qui a dit quelque chose, je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, je signale que dans le plan d'action consolidé de l'Afrique, dans le domaine de la science et de la technologie, ils ont parlé de ça. Ils disent qu'il faut mettre en place, il faut mettre sur pied un secteur scientifique et technologique qui s'appuie sur les connaissances et les idées des habitants des régions rurales, dépositaires des connaissances indigènes. Bon, c'est vrai, ça a été dit, mais il n'y a aucune évaluation, rien n'a été fait. C'est ça le problème. On a dit beaucoup de choses ici aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Donc certainement, il faut trouver peut-être un mécanisme de suivi de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui se,
tout ce qu'on a comme archives sur les questions de développement en Afrique. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Hein. Il y a un étudiant aussi qui a parlé de la réforme des systèmes d'enseignement, de quelle place de la science dans la culture africaine. Mais ça, je l'ai dit dès le départ, j'ai dit que la science et la technologie, c'est l'héritage commun de toute l'humanité et que la technologie du fer est née en Afrique il y a de cela 2500 ans. Donc on ne peut pas dire que la science n'est pas une culture africaine, au contraire. La science fait partie de la culture africaine. Mais malheureusement, on a pris un certain retard. Et j'ai dit qu'il faut développer donc, la culture scientifique. Il faut absolument qu'il y ait, même au niveau de l'université, beaucoup de travaux sur la vulgarisation scientifique, sur le développement de la culture scientifique. C'est pour cela, dans ce cadre-là, peut-être que les parcs scientifiques dont parle le recteur pourront servir certainement dans ce sens-là, ou bien des cités scientifiques qui peuvent servir justement pour le développement de cette culture scientifique et pour que les gens s'éloignent justement aussi de beaucoup de croyances qui nous font beaucoup de mal. J'ai l'habitude de prendre un exemple avec les étudiants sur le paludisme. Vous savez, quand un enfant a le paludisme, il délire. Alors, je connais un cas précis où il y a un enfant qui délirait et qui citait le nom d'une vieille femme. Alors les gens disaient que la vieille c'est une sorcière, qu'elle veut manger l'enfant là. Alors que l'enfant avait un accès de paludisme. Donc aussi, il faut lutter, il faut se battre contre des idées comme ça. Et c'est pour cela donc il est important donc de développer la culture scientifique. Et aussi, comme je l'ai dit, je suis d'accord avec vous, on a beaucoup de connaissances indigènes. D'ailleurs, désormais, je ne vais plus parler de l'économie du savoir, mais je vais parler de l'économie des savoirs. Je vous remercie. La parole est au professeur Gallo. Les écrits de Cheikh Anta Diop sont disponibles désormais dans les librairies dakaroises. Ce n'était pas évident pendant longtemps, mais c'est le cas maintenant. C'est l'occasion de remercier le recteur pour son offre d'une centaine d'ouvrages, de chacun des ouvrages disponibles. Et ils sont actuellement tous disponibles, sauf Antériorité, qui est en cours de réédition. Et les fondements ont aussi disparu. Mais celui-là, il sort tellement que... Voilà. Peut-être une incidente d'ailleurs. D'abord, première information pour Étienne, je finis avec Étienne. Deuxièmement, le site web Cheikh Anta existe déjà. C'est Ankh Online. C'est le meilleur. Il y en a d'autres qui sont moins bons. Mais je vous recommande particulièrement celui dont le webmaster n'est autre que son fils aîné, l'auteur de Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre. Ça s'appelle Ankh Online. Vous cliquez sur Google et vous avez le lien. Ankh, c'est la vie en A-N-K-H, online, en un seul mot. Et si vous achetez la biographie de Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, les différents sites disponibles sont indiqués. Ça, c'est une information pratique. Les œuvres complètes, Alioune, posent le problème de la propriété intellectuelle. La quasi-totalité des œuvres de Cheikh Anta a été publiée par Présence africaine. On va vers le colloque du centenaire de Alioune Diop et la question devrait être mise sur la table si on ne se borne pas à se caresser dans le sens du poil. Mais il faut savoir que Césaire, par exemple, qui a une bonne partie de ses ouvrages princeps qui sont publiés à Présence africaine, Césaire est sur le point d'être édité en Pléiade par les Gallimards dans une escroquerie monumentale où on l'associe à Senghor. Ce sera le seul auteur de la Pléiade qui partage un volume avec un autre auteur. C'était pour ne pas publier Césaire, en fait. Parce que, comme vous savez, on a fait une réponse à Sarkozy pour son insulte et son injure dakaroise, mais la véritable réplique à Sarkozy, c'est Césaire qui la lui a infligée le jour de ses obsèques et d'outre-tombe. En l'amenant jusqu'à Fort-de-France, le faire asseoir pendant... Il a fait 8 heures d'avion, il a fait 5 heures à Fort-de-France, et on ne lui a pas donné la parole. Il a dû s'asseoir et écouter les nègres parler et déclamer cahier de retour au pays natal. C'était la meilleure réplique que Sarkozy méritait. Alors, il n'y en a pas beaucoup de temps, il faut passer vite. Merci, monsieur le recteur, aussi pour l'école doctorale sur les États-Unis d'Afrique. C'est bienvenu et c'est une réponse partielle à la requête
du doyen Cheikh Hamidou Kane, qui disait que, en dehors de prendre exemple sur le parrain, l'homonyme, il faut s'inspirer de sa pensée pour frayer dans les voies qu'il a indiquées. Et de ce point de vue, la mission première de l'université Cheikh Anta Diop, c'est de créer un institut africain d'égyptologie. Je sais que vous êtes sur le chantier. Tu sais, nous sommes les spécialistes des projets avortés. Et on va attendre. Voilà, on va attendre qu'il soit créé, qu'il démarre, qu'on fasse venir les meilleurs égyptologues de l'école africaine et qu'on commence à apprendre à nos enfants à lire les hiéroglyphes. On sait pourquoi c'est important. Une dernière information, toujours pour le recteur Sall. Selon des informations que je n'ai pas encore pu vérifier, mais que je tiens d'une source sûre et que je compte vérifier moi-même à l'occasion de mon prochain voyage aux États-Unis, il paraît que Justice Thurgood Marshall, premier juge noir de la Cour suprême fédérale des États-Unis, aurait offert au continent africain comme legs posthume, puisqu'il est décédé, un projet de constitution des États-Unis d'Afrique. C'est une des contributions de ce monument qu'était Justice Marshall. Et ce serait très bien d'avoir ça dans nos plaquettes, dans nos tablettes, si nos juristes ouest-africains ou continentaux devaient s'atteler à une tâche. Parce que vous savez, souvent, l'inspiration vient de la diaspora. On le voit bien dans le panafricanisme. Bien, ça c'était pour les incidents. Peut-être que je serai moins sévère envers notre compatriote Pierre Ahmed, qui a finalement le discours de ses connaissances. D'abord, il semble qu'il confonde nationalisme et irrédentisme dans son énoncé. Mais surtout, les exemples qu'il a pris, qu'il s'agisse localement de la Casamance ou continentalement du Rwanda, il est possible, fait à l'appui, de l'édifier sur l'origine de ces crises, sur les modalités de leur déroulement et sur leur persistance jusqu'à ce jour. C'est pas fortuit, c'est pas innocent. Mais sachez que pour le cas le plus grave, le génocide rwandais, l'anthropologie coloniale allemande et le tribalisme des Belges entre Flamands et Wallons, ils ont pris le relais des Allemands. Ils n'ont fait que prendre la succession des Allemands après la Première Guerre mondiale. Et finalement, l'obsession anglophobe des Français vous donne une des clés de l'énigme. Croyez-moi, il n'y a pas d'énigme. Donc, c'est facile de vous répondre sur l'Afrique dont on parle, en tout cas l'Afrique dont Cheikh Anta Diop parle. C'est une Afrique qui décide pour elle-même, qui est maîtresse de ses destinées et qui s'attelle à résoudre ses propres problèmes comme tous les peuples du monde, à condition qu'elle soit maîtresse chez elle et qu'elle décide pour elle-même, pour son propre compte, sur la base des intérêts de ses peuples. Et tout le monde a montré ici que les intérêts des peuples et ceux de leurs dirigeants ne se recoupaient pas forcément. Alors, peut-être, Monsieur Savané, moi je ne suis pas sûr que les leaders charismatiques soient une clé pour l'avenir. Je préfère les équipes dirigeantes démocratiques. Non, je t'assure, si tu regardes ce que par exemple, les résistants vietnamiens, je prends toujours cet exemple, qui ont quand même réussi un exploit sans précédent et inédit au XXe siècle, battre militairement successivement 3 grandes puissances impériales dans l'ordre, le Japon, les Français et les Américains. Eh bien, ces Japonais, ces Vietnamiens-là, si vous regardez l'équipe dite du Viet Minh, conduite par l'oncle Ho, comme on l'appelle, Ho Chi Minh, mais Ho Chi Minh est mort, il est mort 6 ans avant la libération du Vietnam,
et la fuite des Américains à la nage. Et il a son équipe qui est entre les diables, les Van Dong, les douanes. C'est-à-dire c'est une pléiade de chefs historiques, exactement comme, vous avez parlé de Mandela, mais je suis désolé, le leader, pendant que Mandela était au trou, le leader de l'ANC, c'était Oliver Tambo. Et Tambo et Madiba vous disent que leur maître incontesté, c'est Sisulu. Or, qui les a recrutés dans l'ANC, dans le mouvement de jeunesse. Sisulu n'a même pas pris un poste de député après la libération. On a été obligé de donner un poste à son fils à titre de lot de consolation. Lui et sa femme n'ont pas pris un seul poste après la victoire sur l'apartheid. C'est ça qu'on appelle des équipes dirigeantes. Et si vous regardez... Cette rencontre, ça je dois le dire, est une rencontre constructive, contrairement à la plupart des rencontres précédentes, et en particulier à celles qui se faisaient bien avant même que l'on commémore sa disparition. Donc, je dois franchement féliciter tous les organisateurs, les contributeurs et les interventions spontanées. On mesure le chemin parcouru dans les esprits et dans les mentalités, et c'est extrêmement réconfortant, non seulement de penser à quel point Charanta aurait été heureux de constater cette évolution, mais aussi pour l'avenir non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique dans sa totalité. Je veux quand même faire quelques remarques au sujet de ce qui a été dit tout à l'heure par M. Lamine Diallo. L'Afrique, effectivement, elle n'est pas morte, mais elle était exsangue. Exsangue parce que on est loin de mesurer la plupart du temps comment on est passé du XVIe au XXIe siècle. C'est qu'on ne mesure pas à quel point la situation de l'Afrique se situe à la limite de la disparition. C'est-à-dire que si l'Afrique n'avait pas été plus peuplée que l'Amérique latine, que l'Amérique en général, mais les Africains auraient complètement disparu. Et il faut savoir que la situation de l'Afrique n'est pas comparable du tout à celle de l'Asie, puisque en Amérique, donc, les habitants ont été carrément exterminés, à l'exception de quelques réserves. En Afrique, on a survécu, si on peut dire, mais en Asie, personne n'a subi 4 siècles de traite, plus un siècle de conquête et d'exploitation coloniale. Donc, il se trouve que, c'était le sujet de ma thèse, j'ai pu calculer que la densité était de l'ordre de 30 habitants au kilomètre carré au XVIe siècle, ce qui était beaucoup, et que dans les années vers 1920, les densités étaient descendues à 6 ou 7 au kilomètre carré. Si on parle en chiffres, c'est-à-dire que la population était passée de 600 millions environ, c'est un ordre de grandeur bien entendu, 600 millions environ, à 150 millions, et encore en ajoutant les non-déclarations, c'est-à-dire un chiffre corrigé, mais c'était même pas 150 millions, au moment où on a fait un recensement généralisé en 1948-49. L'organisation même de l'Afrique était même meilleure que beaucoup d'autres dans les autres continents. Alors c'est vraiment le moment de répandre l'instruction au maximum, d'autant plus que maintenant, nous avons à notre disposition toute la technologie nouvelle. Et aussi, comment utiliser les langues nationales. Là, on peut prendre le modèle de l'Inde et de la Finlande, c'est-à-dire avec le multilinguisme, et le plurilinguisme. Il est très facile de créer des manuels scolaires bilingues et de créer des écoles bilingues. En Europe, maintenant, partout, en France, en Allemagne, on fait des écoles franco-allemandes, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des écoles franco-wolof, franco-poulard, etc.
Enfin, j'espère que M. Wagué ne m'en voudra pas. Je voudrais seulement lui faire remarquer que la métallurgie du fer en Afrique, c'est pas il y a 2500 ans, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a 4500 ans qu'on sait réduire les minerais de fer dans des fourneaux en Afrique intertropicale. Et ça, vraiment, c'est une chose qu'on n'enseigne pas non plus curieusement, alors que ça figure même dans le journal des africanistes, c'est vous dire. Alors, donc, sur ce, je vous dis au revoir parce que je pense que tout le monde regarde l'heure, mais franchement, moi, de toute façon, je suis à votre entière disposition pour coopérer à tout ce que je peux apporter. Je vous remercie. Passer des moments très intéressants sur le plan scientifique et demander aussi aux différents intervenants de peut-être mettre à notre disposition leurs textes et monsieur le recteur, que les presses universitaires puissent éditer ces textes. Voilà. L'engagement pris publiquement. La prochaine fois, on va t'appeler comme ça. C'est toi qui vas faire la conférence. Madame Diop, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, dans mon texte, c'est marqué avant Jésus-Christ.